Et moi, j'étais en plus responsable du comité d'entreprise. On a sauté en parachute, on a fait du rafting, du canyoning, etc. On faisait aussi beaucoup de karting. Et moi, j'aimais beaucoup le karting. Et la personne qui faisait aussi beaucoup de karting avec moi, c'était le directeur financier. Et un jour, le directeur financier m'a dit « Ça y est, je viens d'engager un nouveau contrôleur de gestion. » Bon, sur son CV, il y avait marqué karting. J'ai vérifié, il est super bon, on va le faire rentrer dans l'équipe. Je pense qu'il l'a recruté que parce que ce garçon faisait du karting. Bonjour Hervé, bienvenue sur le gratin. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir comme ça, chez moi en plus. J'ai réfléchi à comment commencer cette interview. Et alors, je vais vous montrer, mais j'ai beaucoup de choses sur vous. Ça vous fait peur? Non, ça me rassure. Ça vous rassure. Et je me suis dit finalement que j'allais commencer par quelque chose qui m'a interpellée. Vous allez me dire si c'est vrai, mais j'ai lu que vous aviez fait une rencontre avec un livre qui vous avait énormément marqué. Ce livre, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. En anglais, je crois qu'il s'appelle How to Make Friends and Influence People. Et je l'ai lu aussi, je l'ai beaucoup aimé, alors que c'est un livre en plus qui est assez ancien. Et du coup, pour un pape du réseau comme vous, je me suis dit que ça serait intéressant de commencer par là et de savoir en quoi ce livre vous avait marqué. Alors, ce livre, je l'ai lu quand je terminais l'ESSEC. Ouais. Et en fait, je l'ai trouvé par hasard. C'était un livre de poche déjà à l'époque. Donc, il a été écrit en 1937. C'est ça. Et ça a été une révélation parce que j'ai compris comment fonctionnaient les gens. Ce que je n'avais pas forcément compris à ce moment-là. Et ça m'a fait avancer. Et en tout cas, ça m'a permis de nouer plus facilement des relations et surtout de mieux comprendre certaines réactions que je ne comprenais pas. Est-ce que vous auriez un exemple? Parce que c'est quand même assez fort comme affirmation. J'ai compris comment fonctionnaient les gens. Et en fait, je comprends parce que j'ai lu le livre, mais peut-être pour les personnes qui ne l'ont pas lu. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement que vous en avez tiré à l'époque? Qu'est-ce qui vous a marqué? Une histoire, c'est que ça ne servait à rien de critiquer les gens. Et moi, dans l'esprit français, dans mon éducation, j'avais appris que quand quelqu'un faisait une bêtise, il fallait lui dire, il fallait pas hésiter à tourner la plaie autour du couteau et à le titiller en disant mais t'as fait une bêtise, une bêtise. Et en fait, ce qu'on se rend compte dans le livre en le lisant, c'est que ça sert à rien parce que les gens qui ont fait des bêtises, soit ils s'en rendent compte et dans ce cas-là, ils peuvent se soigner eux-mêmes, soit ils s'en rendent pas compte et c'est encore pire de leur mettre le nez dans leurs bêtises. Complètement. Et vous avez réussi à commencer à appliquer ces principes rapidement parce que en tant que jeune homme à l'époque, jeune étudiant qui sort d'école, on se dit waouh, j'ai une révélation, c'est trop bien. Mais comment est-ce que concrètement vous avez commencé à l'appliquer au quotidien? C'est dans les soirées, dans les rencontres. J'ai appris aussi que si je voulais que les autres s'intéressent à moi, il fallait que je m'intéresse à eux. Et jusque-là, je pense que je me regardais un peu trop de nombril et je m'intéressais peut-être pas assez aux gens. Ça, c'est vrai que c'est très puissant et je vous avoue que je me reconnais un petit peu parce que pendant des années, vous savez, moi je suis entrepreneur et en fait j'étais très focalisée sur mon entreprise et quand j'ai créé le gratin, j'ai commencé à vraiment non seulement m'intéresser à d'autres gens mais leur donner la parole et vouloir me mettre dans une situation d'écoute. Et finalement, j'ai fait des rencontres mais merveilleuses comme ça. Je pense qu'avant, je me fermais un peu des portes mentales en me disant je suis très concentrée sur ce que j'ai à faire. Et finalement, j'étais très auto-centrée. Et c'est le jour où j'ai accepté de donner de la place à d'autres personnes que ces personnes sont rentrées beaucoup plus dans ma vie, quoi, tout simplement. Donc, écoutez, je partage complètement cet avis, en tout cas, et je trouve que c'est un très beau livre. Donc, je comprends. Oui, il faudrait l'offrir à tous les bacheliers. C'est vrai que c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est une bonne idée. Il aide beaucoup dans la vie. Alors justement, peut-être grâce à ce livre, je ne sais pas, mais vous commencez à vous intéresser au monde du réseau et au fait de créer un réseau. Et j'aimerais commencer par vous demander, finalement, c'est quoi un réseau? C'est quoi pour vous avoir du réseau? Avoir du réseau, c'est connaître des gens. Donc c'est à la fois connaître un certain nombre de personnes, mais surtout s'intéresser à eux. Et s'intéresser à eux, c'est de voir comment on peut les aider à réussir. Comment on peut leur rendre service, comment on peut aller au-devant de leurs besoins. Alors, je ne dis pas créer des besoins pour eux, parce que si les gens n'ont pas besoin de vous, mais en tout cas, le fait de les écouter, de comprendre leurs objectifs, de comprendre leur vision de l'avenir, ça permet souvent d'être plus efficace. Donc, c'est toute la différence entre un rendez-vous réseau salon de thé
où on parle de tout et de rien, de l'équipe de France de foot, du Covid. Et puis un rendez-vous réseau plus orienté, en interrogeant la personne, en lui posant des questions du style « mais alors où tu en es, comment ça se passe, quels sont tes objectifs, comment tu aimerais évoluer, etc. » Et le fait qu'on s'intéresse à la personne, normalement, elle devrait s'intéresser à nous. Et à la fin du rendez-vous, on peut lui donner des conseils, on peut lui donner des contacts, on peut lui donner des idées, et vice-versa. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que même moi, je ne m'étais jamais posé la question, mais il y a 2 types de réseaux. En fait, il y a le réseau délibéré, c'est ce que vous avez décrit en 2e point, et je trouve ça très intéressant, et j'aimerais bien qu'on le creuse après. Et puis le réseau qu'on a un peu comme ça, mais qui n'est pas vraiment choisi, ou comme vous dites, salon de thé, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas réellement profondément à la personne, donc on ne sait pas quelles sont ses souffrances, ses besoins. Et vous, d'après ce que je comprends, vous êtes plutôt spécialisé dans le premier réseau, ou le 2e, je ne sais pas, mais le réseau délibéré. Concrètement, du coup... Hervé, cette création de liens, finalement, parce que c'est ça, avec des personnes que vous rencontrez, ça, c'est quelque chose que vous abordez comment ? Est-ce que vous pourriez me dire, alors, peut-être pas maintenant, parce que maintenant, vous êtes connu, voilà, je pense que les choses viennent peut-être plus facilement aussi, mais quand vous avez commencé, que vous vous êtes dit, moi, j'aimerais me créer un réseau, peut-être que c'était voilà, une idée que vous avez eue. Comment est-ce que vous avez fait, comment vous avez abordé des personnes pour justement, de manière délibérée, réussir à s'intéresser à eux, mais aussi pour qu'ils s'intéressent à vous à l'inverse ? Alors, moi, comme tout le monde, j'ai eu besoin de me créer un réseau au moment où je me suis trouvé en transition de carrière. Jusque-là, je faisais du réseau à la méthode de M. Jourdain, là encore comme tout le monde, c'est-à-dire que je rencontrais des gens, je discutais avec eux, on s'envoyait des vœux, donc c'était fort sympathique. Mais c'était du réseau assez superficiel. Et puis, à 45 ans, je me suis retrouvé chômeur, en transition professionnelle, parce que le mot chômeur est un mot à éviter. Et j'ai eu la chance d'être accompagné dans un cabinet d'outplacement par un consultant qui s'appelle Luc. Et Luc m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je lui ai dit « Je veux faire ton métier. » Moi, je viens du monde de la communication. Pendant 22 ans, j'ai été dans des agences de publicité internationales. C'était très sympa. J'ai vu des gens passionnants. J'ai vu aussi des clients passionnants. J'ai eu la chance de travailler avec des grands pontes et des grands dirigeants. C'est extraordinaire. Et surtout, on s'est bien amusé. Mais bon, à 45 ans, je voulais trouver un peu plus de sens à ma vie. Parce que la publicité, c'est très bien. Mais c'est énormément d'intelligence pour un produit in fine très éphémère et très souvent décevant. Parce qu'il y a beaucoup de jus de cerveau qui sont mis qui sont pressés. Et le jus qui en sort, c'est un film publicitaire ou une annonce. Et c'est pas grand-chose, in fine. Donc, je voulais m'occuper des gens et m'occuper, dans la mesure du possible, de leur rebond professionnel, de leur carrière. Je trouvais ça vraiment... ça donnait du sens à ma vie. Donc, j'ai dit à Luc, voilà, je veux faire ton métier. Il m'a dit, écoute, d'abord, c'est pas le même salaire, tu verras. Ouais. Et 2, si tu veux faire mon métier, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de chasse, donc il faut faire du réseau. Et je lui ai dit, c'est quoi le réseau ? Et il m'a expliqué, et j'ai trouvé que c'était une méthode absolument fabuleuse pour rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. Et ces gens, c'est toute la magie du réseau, ils acceptent de vous rencontrer parce que vous venez de la part d'eux, que vous leur demandez quelque chose qui peut vous donner des conseils, de l'information, voire des contacts. Et à la fin, ils rentrent dans votre bac à sable et ils ont super envie de vous aider alors qu'il y a encore une heure, ils ne vous connaissaient pas. C'est fou. C'est magique. Ouais. Alors que votre meilleur ami, il ne peut rien faire pour vous. Mais parce que vous allez chercher des personnes où vous savez quand même ce que ces personnes avec un objectif. Voilà, avec un objectif. Donc, vous n'allez pas chercher n'importe qui, c'est que vous avez un objectif précis en tête. Exactement. Et dire, je veux améliorer mon réseau, je ne sais pas, dans le monde de l'art plastique. Oui. Et dans ce cas, vous allez identifier vraiment des profils, c'est ça ? L'objectif, il est clair, c'est de trouver un job dans l'outplacement. Donc, c'est rencontrer des gens qui travaillent dans ce métier. Alors, je connais quasiment personne dans ce métier. Et ces gens vont accepter de me rencontrer, de me parler, de me donner des conseils, de me raconter leur vie, de m'expliquer l'outplacement depuis Jésus-Christ. Et tout ça parce que je viens de la part de Luc ou je viens de la part de Marcel. C'est ça, parce que j'allais vous demander comment vous arrivez, ces personnes-là, à les démarcher, à leur donner, à faire en sorte que c'est des gens occupés, qu'ils acceptent de vous parler. Parce que moi, maintenant, j'arrive à le faire à peu près. Et je peux vous dire que c'est pas si facile. D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante, Hervé, parce que pour vous faire venir, ça n'a pas été si simple. Mais je vous remercie d'avoir accepté. Mais du coup, moi, j'ai un podcast avec une certaine médiatisation derrière. Donc, ça permet quand même aussi d'avoir, au-delà du fait de se rencontrer, un objectif commun. Vous, à ce moment-là, vous êtes en train de demander un service concrètement.
Oui, je demande simplement un service, mais que les gens peuvent me donner, c'est de me recevoir. À l'époque, on pouvait se recevoir et de me donner des conseils ou que les gens me racontent leur métier. Et là, il y a différentes choses. La première chose, c'est que je viens de la part d'eux. Ouais. C'est la force de la recommandation. Grâce à une bonne recommandation, vous pouvez rencontrer qui vous voulez. La deuxième chose, c'est la demande. Si je leur demande quelque chose qu'ils ne peuvent pas me donner, ils vont refuser de me recevoir. Et je leur demande quelque chose qu'ils peuvent me donner, des conseils, ou qui me racontent leur métier. La troisième chose, soyons clairs, c'est quand je les appelle pour prendre rendez-vous, je les ennuie, je les embête. Mais comme je viens de la part de Luc, de Marcel, de Roger, ils se sentent quelque part obligés de me recevoir. Et quand ils se trouvent en face de moi, de toute manière, ils ont décidé de me consacrer un peu de temps. Et que je leur demande, qu'ils me parlent de leur vie, de leur carrière, que je leur demande des conseils, de l'information, la vision sur un marché, sur une évolution, etc., ils vont prendre un plaisir fou. Et ils vont prendre du plaisir de voir qu'ils peuvent donner des conseils. C'est très valorisant, c'est très gratifiant. Et à la fin, ils sont rentrés dans mon bac à sable. Ils ont envie de m'aider parce qu'ils m'ont consacré du temps. Et là, ils sont prêts à me donner soit peut-être un job, une fois sur 30, une fois sur 40, ou alors, en tout cas, des contacts si je leur demande. Et je continue à rencontrer des gens de la part d'eux. C'est la mécanique du réseau. J'ai plein de questions pour vous, Hervé. Je suis désolée, j'ai tout dit. Mitrailler. Ah non. Déjà, pour commencer, cette introduction, c'est une introduction où vous, je suis désolée, je vais être spécifique, où vous demandez à Luc justement de vous mettre en relation, ou vous dites je viens de la part d'eux. Parce que c'est pas pareil. Alors, les deux sont possibles. Ouais. Si Luc veut me mettre en relation, pourquoi pas? À la limite, je gagne du temps et c'est plus facile. Mais la plupart du temps, Luc n'aura pas le temps de me mettre en relation ou va faire confiance à ses contacts pour qu'ils me reçoivent. Donc, je dois poser 2 questions fondamentales à Luc. Donc, je dois poser 2 questions fondamentales à Luc, plus 2 questions subsidiaires. Première question que je pose à Luc. Donc, il me dit, tiens, tu peux rencontrer, ce serait intéressant que tu rencontres Paul Dupont. Première question que je pose à Luc. Est-ce que je peux appeler Paul Dupont de ta part? D'accord, vous demandez quand même. Ah oui, il faut que je valide la force de la recommandation. C'est important. Il me répond oui. Deuxième question. Et si je l'appelle de ta part, est-ce que tu penses qu'il aura le temps de me rencontrer? S'il me dit oui, j'obtiens 2 oui, j'ai une recommandation forte. Ouais. Si j'ai un non au départ, là, ce n'est pas de recommandation, donc je ne suis pas dans le réseau, je suis dans l'approche directe. Et si j'ai un oui et un non, je suis dans une recommandation tiède. Hyper intéressant. Une autre question par rapport à ce que vous disiez précédemment, c'est une fois que vous êtes avec la personne, après ce que je comprends, vous la faites parler, vous vous intéressez à elle sincèrement, je pense. Sincèrement. Et du coup, finalement, vous ne lui demandez pas vraiment un service tout de suite, là, la première fois que vous la rencontrez. Est-ce que je me trompe quand je vous dis ça quand vous la contactez, vous lui demandez quelque chose. Oui. Déjà qu'elle vous reçoive, qu'elle vous consacre du temps, par rapport à une demande qui peut être « je m'intéresse au marché de l'art ». Vous êtes un spécialiste de ce marché-là. Est-ce que vous pourriez me raconter comment vous êtes entré dans ce marché et comment vous voyez l'évolution de ce marché? Et la personne, vous lui demandez quelque chose qu'elle peut vous donner. Et à ce moment-là, si vous venez de la part de quelqu'un qu'elle connaît bien, elle vous reçoit. Après, pendant l'entretien, c'est à vous de créer aussi la magie. Faire en sorte que ça se passe bien. Mais 9 fois sur 10, ça se passe bien. Oui, c'est ça qui est rassurant aussi. C'est que ça Mais 1 fois sur 10, la personne n'est pas en état d'écoute. Je vous prends un exemple. Vous venez me voir, vous venez de la part de quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance. Et vous venez me voir, me poser des questions sur mon métier. Donc moi, j'accepte de vous recevoir. Il s'avère simplement que 5 minutes avant votre arrivée, je reçois un coup de fil d'un client qui m'insulte et qui m'explique qu'il va me couper la manne financière qui m'envoyait régulièrement depuis des années. Autant vous dire que 5 minutes avant, non, je ne suis pas du tout dans une position d'écoute attentive et bienveillante. J'ai la tête ailleurs. Je le dis parce que ça m'est arrivé quand j'étais dans la publicité, où j'ai reçu quelqu'un comme ça qui est venu bénéficier de mes conseils. Et pendant l'entretien, au milieu de l'entretien, ma secrétaire m'a appelé en disant « j'ai tel client au téléphone, c'est urgent ». Et là, je me suis pris un tonneau d'insultes. Et j'ai compris que j'allais perdre ce client. Ouais. Et je peux vous dire, j'étais totalement à l'ouest pour la suite de l'entretien. J'avais qu'une idée, c'est qu'elle s'en aille. Ouais. Et ça, si ça vous arrivait de l'autre côté, c'est-à-dire vous, en tant que
personne qui cherche à nouer un contact, si vous sentez que la personne elle n'est pas dedans et que vous n'arrivez pas à créer ce lien, comme vous le dites, c'est un peu imperceptible, mais on le sent, vous pensez qu'il faut arrêter le rendez-vous à ce moment-là? Quel serait votre conseil? Si je le sens dès le démarrage du rendez-vous, c'est que la personne manifestement n'a pas beaucoup de temps, qu'elle a une grosse échéance peu de temps après le rendez-vous, dans ce cas-là, oui, je vais lui proposer, dire, écoutez, je pense que c'est pas forcément le bon moment. Est-ce que ce serait pas mieux pour vous de repousser ce rendez-vous et je reviendrai? Oui, si c'est possible, il faut mieux faire ça parce que de toute manière, cette personne ne va pas m'écouter. Bah c'est ça, elle va pas être réceptive, elle va pas... Du tout. Hyper intéressant. Vous avez écrit de nombreux livres, Hervé, et il y en a un que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui aide, je pense, qui peut aider beaucoup de personnes. Donc d'ailleurs, j'incite tout le monde qui s'intéresse à ce sujet à le consulter, notamment quand elles sont en phase de recherche d'emploi. On a d'ailleurs écrit plusieurs à ce sujet et je me suis dit, c'est intéressant parce que finalement le réseau, on l'envisage quand on est salarié, on l'envisage dans des métiers comme les miens et on se dit que ça va être une vraie force d'élargir son réseau. Mais on oublie que fondamentalement, il est absolument crucial de développer son réseau aussi pour les périodes où typiquement on est en recherche d'emploi parce qu'en fait c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir en tirer parti. Et je crois que j'étais tombée sur une statistique, je me demande si c'est pas vous d'ailleurs qui la disiez, que je crois que 80 ou 90% des personnes qui cherchent un emploi, en fait, la trouvent grâce à leur réseau. C'est bien ça? C'est bien ça. Et donc, c'est la moyenne. Après, si vous êtes étudiant, c'est plus de 50%. Si vous avez 57 ans, c'est 100%. Ouais. Ah oui. Ah oui. C'est incroyable. Et donc, je voulais vous demander pourquoi vous aviez écrit ce livre sur la recherche d'emploi et le réseau. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ça et d'aider certainement des personnes en recherche d'emploi justement à mieux utiliser leur réseau? Parce que moi-même, j'ai été en recherche d'emploi et j'ai utilisé la méthode du réseau que je ne connaissais pas, donc je l'ai apprise. Et j'ai trouvé cette méthode tellement géniale que je me suis dit, je vais chercher les livres qui en parlent pour essayer d'approfondir le sujet, d'autant plus que je rentre dans le métier et que je vais devoir maintenant communiquer cette méthode à des gens que je vais accompagner. Et donc j'ai cherché, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas grand-chose. Alors il y avait une édition de Rebondir, mais qui était vraiment un livre d'une, 70 pages, donc très basique. Et le seul livre qui avait été écrit sur le sujet était épuisé. Donc je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. C'est bon signe, ceci dit, ça oui, veut dire que ça plaît. oui, mais je pense qu'il aurait mérité une réédition, sauf qu'il avait été édité 10 ans avant. Et je me suis dit, je vais l'écrire. Mais ce qui est fou, c'est que, si entre nous, entre guillemets, Hervé, vous n'aviez pas d'expérience dans l'écriture. Il faut quand même se dire, je vais me lancer et je vais écrire un livre. Alors, j'avais une expérience dans l'écriture qui datait des années 90, puisque j'avais écrit un livre sur mon père. D'accord. Mon père avait été résistant, déporté, il avait été dans des camps de concentration. Et quand il est mort assez jeune, il n'avait pas laissé de traces de toute son histoire de résistance, de déportation. Et donc, j'ai été rencontrer tous les gens qui l'avaient connu à l'époque et j'ai écrit un bouquin là-dessus. Mais un bouquin familial. Voilà, lui rendre hommage, mais ça vous avez donné l'idée de prendre la plume une première fois. Et donc, concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient peut-être dans une situation de recherche d'emploi ou de transition, surtout à l'époque actuelle, on parle là en décembre 2020, donc ça veut dire que le Covid est passé par là. Malheureusement, beaucoup de personnes ont souffert de la période. Quels seraient peut-être les grands enseignements ou les grands conseils qu'on pourrait tirer de votre livre ou de votre expérience, si ça a évolué depuis le livre, pour des personnes justement qui cherchent un emploi et qui pourraient bénéficier d'une meilleure utilisation de leur réseau? Alors déjà, le livre lui-même a évolué, puisque je l'ai écrit en 2004. Donc la première édition est sortie en 2005, et là, nous sommes à la 7e édition. Donc 7e édition, ça veut dire que ça marche, parce que j'ai écrit d'autres livres qui n'ont fait qu'une seule édition, donc je sais ce que c'est qu'un livre qui ne marche pas et celui qui marche. C'était une 7e édition qui est sortie en août 2020. Donc ça veut dire que je le mets à jour régulièrement, tous les 2 ans à peu près. Et dans la dernière édition, j'ai même ajouté un chapitre qui s'appelle « Réseauter en temps de crise ». Donc je me suis adapté à l'époque. Les grands conseils, c'est de dire, il y a des règles du jeu, il faut les connaître. C'est comme un sport. Le réseau, c'est comme un sport, c'est comme le golf, c'est comme le tennis, il faut connaître les règles du jeu. 2, pas de réseau sans projet, donc il faut déjà avoir un projet avant de se lancer dans le réseau en recherche d'emploi. Donc il faut savoir quand même ce qu'on cherche. Exactement. 3, des cibles. Il faut savoir où on cherche. Il ne faut pas attendre que les cibles viennent à nous parce qu'elles ne viendront jamais à nous ou vraiment d'une façon sporadique. 4, il faut sortir de son réseau direct.
Donc, pas penser que le réseau, c'est les gens qu'on connaît. Non, c'est surtout les gens qu'on va rencontrer de la part d'eux. Pour rencontrer ces gens-là, il faut avoir et utiliser la recommandation. Est-ce que je peux l'appeler de ta part? Est-ce que je peux le contacter de ta part? Ouais. Et une bonne recommandation, si possible, pour que ça marche. Bien sûr. Ensuite, la demande. Toujours demander ce que l'autre peut nous donner. Par exemple, si je viens vous voir en disant « Est-ce que vous avez un job pour moi ?» Vous ne me recevez pas. Parce que non, peu de gens peuvent donner des jobs comme ça, surtout sans connaître les autres. Ensuite, c'est comment on prend contact avec les gens. Ça, c'est des techniques. Comment on mène un entretien réseau. Là encore, c'est une technique particulière qui s'apprend, qui se répète. Ensuite, comment on maintient le lien. Et enfin, il y a comment on utilise LinkedIn par rapport au réseau. Et enfin, comment on s'organise. Et donc, sur l'organisation, j'ai créé un outil qui s'appelle Job Finder, qui est en fait une start-up qu'on a créée à plusieurs et qui est utilisée maintenant par 10 000 personnes à peu près. Ouais, c'est énorme. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il y a une méthode et que c'est pas quelque chose qui se fait de manière, on va dire, aléatoire. Et c'est, une fois de plus, j'utilise le mot délibéré parce que je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui disent, vous savez, on est naturellement doué pour le réseau. Le réseau, c'est comme ça, il a la tchatch, ça se fait. Et en fait, dans ce que vous me dites, ce que je trouve particulièrement marquant, c'est que non, il y a une intention, il y a une volonté, et ensuite il y a une organisation derrière. Et c'est ça qui fait le succès, finalement, beaucoup plus que, on va dire, la personnalité de la personne. Et ça m'amène à vous poser une question. Est-ce qu'on peut réussir, quand on est d'un naturel introverti, à cultiver son réseau ? Oui. On peut réussir. Même les grands timides peuvent réussir à faire du réseau. D'abord parce qu'ils vont s'appuyer sur la méthode, sur la démarche. Ça va les rassurer. Et ensuite, le timide, il peut avoir un avantage concurrentiel aussi. C'est qu'il va avoir du mal à créer le premier contact. Il faut qu'il se force un peu. Mais il risque de créer un contact plus profond, plus durable que l'obélix du réseau qui parle à tout le monde et à personne. Et d'ailleurs, culturellement, c'est assez intéressant de voir que les Américains sont connus comme étant des bons networkers. Ils font du bon networking. Mais très souvent, ça reste superficiel. Ils vous tapent sur l'épaule, ils vous appellent par votre prénom tout de suite, ils vous invitent à dîner très rapidement. Mais 3 mois après, vous les croisez et vous oubliez. Ouais. En France, on est dans un pays beaucoup plus méfiant, donc ça met plus de temps à créer la relation, mais la relation est plus profonde et donc, si tout va bien et si elle est bien entretenue, elle est plus durable. Et on peut ensuite, dans le temps, j'imagine, la cultiver et vraiment en tirer des bénéfices de part et d'autre. Exactement. Vous parlez beaucoup d'entretien et j'ai l'impression que c'est une clé en fait du réseau parce qu'on est souvent très focalisé sur le début qui est la phase OK, trouver la bonne personne. Mais au final, comme vous le dites, si ensuite la personne 2 semaines après, elle vous a oublié, le réseau, il ne sert pas à grand-chose. Et je vous en parle parce que moi-même, j'ai la chance avec le gratin de rencontrer plein de personnes et ce n'est pas quelque chose que je fais très bien, si je suis tout à fait honnête avec vous, d'entretenir la flamme alors qu'en plus, j'ai souvent beaucoup d'affinités avec mes invités. Je les ai choisis, donc en plus, j'ai envie de passer du temps avec eux. Mais comme ça prend du temps, je ne suis pas très bien organisée. Et donc, j'aurais envie de vous demander un petit jeu de rôle, Hervé, et que vous me disiez, si vous étiez à ma place, vous avez la chance d'avoir rencontré plein de personnalités que vous trouvez inspirantes et que vous avez envie de continuer à cultiver ce lien, qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Est-ce que vous auriez vraiment en place une organisation parce qu'en même temps, je veux garder un côté naturel et spontané, mais bon, d'un autre côté, si je suis 100% naturel et spontané, il faut vous dire la vérité, je le fais pas trop parce que j'ai pas le temps. Donc je suis un peu entre deux chaises et j'aimerais bien votre avis sur ce sujet. Alors, premier réflexe, ce sont les vœux. Le premier moyen, et c'est un moyen logique, naturel. Que je ne fais pas, vous voyez, donc vous m'aidez déjà. Et voilà, donc les vœux de fin d'année. Il faut envoyer vos vœux à tout votre réseau. Donc pour certains, ça peut être des vœux papier, pour d'autres, c'est des vœux par mail. Pour d'autres, ça peut être un coup de fil. Mais ce qui est important, c'est que au moins une fois par an, vous ayez un contact avec toutes ces personnes que vous avez rencontrées. Ensuite, vous pouvez faire le tri. Ceux qui sont moins sympathiques. Ou avec lesquels j'ai moins d'affinité, tout simplement. C'est pas grave. Mais en tout cas, ils vont peut-être, eux, vous envoyer vos vœux. J'espère. J'ai bien noté que ce sera à moi de vous envoyer mes vœux. J'espère bien. Ce que je vais faire. D'ailleurs, dans mon sac que vous avez vu tout à l'heure, il y a des cartes de vœux. Il faut que je fasse ça devant des émissions de variété le soir, tranquillement en famille. Donc les vœux et ensuite les déjeuners. Moi, je recommande d'utiliser l'heure du déjeuner pour justement faire du réseau. Parce que, en plus, vous êtes dans un quartier sympa. Donc, de maintenir le contact avec les gens, même le déjeuner, ça ne peut être qu'un plat.
Mais un plat, c'est 1 heure. Mais au moins, pendant 1 heure, on rediscute avec les gens. Et puis, on s'intéresse à eux. Où tu en es, qu'est-ce que tu as fait depuis. C'est intéressant. Et vous verrez que si on s'intéresse aux gens, on apprend plein de choses dans un déjeuner. Alors que si on parle de l'équipe de France de foot, du Covid, et qu'on est tous entraîneurs de l'équipe de France et tous maintenant épidémiologistes, j'arrive même pas à le dire. Épidémiologistes, parce qu'on n'a pas envie de l'être. C'est moins intéressant. Écoutez, je vais essayer de me prêter au jeu. Et alors là, en situation de Covid, les déjeuners, c'est pas évident. Si, vous faites des déjeuners Zoom. Ah, c'est vrai? Vous faites ça? Non. Ah, mais on peut. Oui, on peut. Bon, j'ai pas vraiment fait ça. Bon. Mais je m'en approche. Parce que ça peut durer ou ça peut revenir. Si on parle de votre métier actuel, Hervé, donc vous êtes à la tête d'un cabinet de outplacement. Alors déjà, pour les personnes qui nous écoutent, le mot barbare, outplacement, comment est-ce qu'on pourrait le traduire en français? C'est l'accompagnement en transition professionnelle. C'est ça, l'accompagnement en transition professionnelle, notamment de dirigeants d'entreprise, pas forcément des CEO, mais ça peut être, j'imagine, des directeurs divers et variés. Membres de CODIR, de COMEX. Voilà, exactement. Et donc, en fait, concrètement, vous aidez des entreprises ou des dirigeants à se rencontrer et à fitter, quoi, si je comprends bien. Alors, je les aide à retrouver un bon job. Donc, vous êtes plus du côté du dirigeant que du côté de l'entreprise. Alors, c'est l'entreprise qui licencie la personne, qui paye ma prestation. Mon client, c'est le dirigeant qui cherche un job. Et moi, je vais lui donner tous les moyens, toutes les techniques pour que sa recherche d'emploi soit la plus efficace possible. Et dans les techniques, évidemment, il y a le réseauting. Je dis réseauting, c'est un mot que j'ai inventé. Parce que le réseautage, c'est moche. C'est canadien et c'est âge, c'est pas terrible. Et le networking, c'est trop anglo-saxon, donc je me fais reprendre dans mes articles par des puristes. Donc j'ai inventé le mot réseauting. Écoutez, on va l'utiliser maintenant. C'est gentil. Et donc je leur donne toutes les techniques, comment on contacte les chasseurs de tête, comment on fait un bon profil LinkedIn, comment on fait une bonne bio, un bon CV, etc., etc. Et je vais les accompagner pendant toute leur recherche d'emploi, jusqu'à ce qu'ils trouvent. Je les accompagne même après, pendant leur période d'essai. Et donc voilà, c'est un métier passionnant, parce que c'est un métier super utile. Bien sûr. Et on accompagne des gens dans une période difficile de leur vie. Donc je dis toujours, je suis un médecin du travail. J'aime beaucoup cette image. Justement. Et alors, juste un point, excusez-moi, je ne suis pas à la tête d'un cabinet, puisque ce cabinet, nous sommes 9 associés à part égale. Tout à fait. Donc, vous êtes associé dans un cabinet. Voilà, sinon je vais me faire assassiner par mes camarades. Ce sera dit, ce sera noté. Chers camarades, n'assassinez pas Hervé. Au contraire, il est d'une grande transparence avec nous. Si justement on parle de ce dirigeant qui chercherait à se faire accompagner par vous en transition, parce qu'en fait, il vient de terminer, dans le cadre du Covid, son activité actuelle, quelles sont les pires erreurs qu'il faut absolument qu'il évite ? Est-ce que vous constatez que certains dirigeants, justement, quand ils se retrouvent dans cette situation difficile, en plus à assumer, de dire, bon, bah voilà, je suis, comme vous disiez, le mot un peu chômage, c'est presque un gros mot maintenant, donc je suis en changement de poste. Quelles sont peut-être vos recommandations, ou à l'inverse, j'aime bien le côté inversé de dire les erreurs à ne pas commettre? Alors la première erreur assez classique, c'est de se précipiter sur le marché et de se précipiter sur le réseau existant, comme un mort de faim, ou comme un dératé, comme quelqu'un qui va faire peur. Ouais. Il ne faut pas montrer qu'on est désespéré, quoi. Exactement. Et là, le mauvais réflexe, c'est d'appeler les quelques chasseurs qu'on connaît et de dire « ça y est, je suis viré, c'est une catastrophe, est-ce que tu n'as pas un job pour moi ?» Et tout de suite, le chasseur, il va se fermer. Ah ouais. Mode panique. Parce qu'il va se dire, cette personne-là n'arrive pas à trouver toute seule, et donc... c'est surtout, oh là là, elle se fait virer, mais elle n'est pas en état que je la présente à des futurs employeurs potentiels. Donc, très important, c'est déjà d'être sûr de prendre son temps, pas prendre trop de temps non plus, mais de se prendre son temps pour bien se poser. Et là, c'est là où c'est mieux de se faire accompagner, mais on peut se faire accompagner par un cabinet d'outplacement, on peut se faire accompagner par des associations de bénévoles, comme l'Avarap, comme ACT, comme OSE 78, comme Emploi Nouvelle Donne. Il y a plein de gens qui font un boulot génial sur justement l'accompagnement des cadres en transition de carrière. On peut se faire accompagner par son association d'anciens élèves. Ouais. Il y a des services carrières dans les écoles ou même à l'université. Donc, ce qui est très important, c'est d'être bien droit dans ses bottes avant d'activer le marché.
avoir un bon CV, avoir un profil LinkedIn qui tient la route, avoir une mini-bio, avoir tous les outils de la recherche d'emploi et surtout savoir ce qu'on veut faire. Cherche, ouais, c'est ça. Et ensuite, avoir un bon discours, ce qu'on appelle le pitch. C'est-à-dire vraiment se présenter d'une façon impactante et positive. Alors, c'est quoi un pitch, Hervé? Comment est-ce qu'on se pitch soi-même? Vous avez un exemple, sans citer de nom, hein, bien sûr, mais de quelqu'un que vous avez accompagné et vous lui avez dit, non mais alors là, je tâte tout de suite mon ami, il faut qu'on reprenne tout de A à Z et vous l'avez aidé à construire ce pitch. Ah bah c'est 80% de mes clients. Enfin, personne n'apprend à pitcher. Alors il y a des bouquins là-dessus aussi, mais le pitch, on ne nous l'apprend pas à l'école. Donc là encore, on va surtout l'apprendre en transition de carrière. Donc, un bon pitch, c'est 2 minutes. C'est comment on se présente en 2 minutes. C'est quoi? C'est la personnalité? C'est les compétences? Qu'est-ce qu'on dit, quoi? Alors, c'est dire l'essentiel, c'est de faire passer 3 points. Alors, ça peut être, par exemple, la formation, le métier qu'on cherche et les compétences qu'on met en œuvre. Oui, donc 3 points. Mais je vous prends un exemple, parce qu'il ne faut pas se louper dans le pitch. Je vous prends un exemple que j'ai connu, où on jouait comme ça, j'aime bien le terme « jouer », où les différents clients du cabinet, on était un groupe d'une quinzaine, faisaient un atelier sur le pitch. Donc chacun devait faire son pitch en 2 minutes et ensuite le groupe donnait son avis. Et il y a un directeur financier comme ça. C'est un exercice très utile. Ouais. Et un directeur financier comme ça qui s'est présenté, alors il a donné son nom, il a donné son métier, il a dit d'où il venait du retail. Et dans son pitch, il a dit « Je suis papa de 2 paires de jumelles ». Eh bien, qu'est-ce que les gens ont retenu dans l'assistance? Papa de 2 paires de jumelles. C'était l'aspérité du pitch. Sauf que son ancienne société, ce qu'il cherchait, avait été noyé ou en tout cas totalement occulté par ce mot d'esprit, ou en tout cas cette présentation plutôt amusante. Donc c'est très important de préparer son pitch. Alors, après, on ne va pas le réciter comme un perroquet, évidemment, mais on a la trame. Et ce qui est très important, c'est de le tester. C'est est-ce que je fais passer mes 3 messages principaux? Le pitch, c'est le début du storytelling. Alors moi, je ne dis plus storytelling, je dis story-selling, parce qu'en recherche d'emploi, il faut vendre. Donc mon histoire doit vendre, doit me vendre. Et alors, le meilleur exemple du story-selling ou storytelling, c'est le discours de Steve Jobs à l'université je crois que c'est à Berkeley, non, Stanford, en 2005. Il fait le discours devant les étudiants diplômés. Alors ce discours, il l'avait préparé avec des scénaristes. Enfin, il faut lire la biographie de Steve Jobs. Comme souvent avec Steve Jobs, c'est faussement spontané. Oui, exactement. C'est totalement faussement spontané. Et ce discours est fabuleux. Puisqu'il dit simplement, écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie, je vais vous raconter juste 3 histoires de ma vie. 3. Parce que Steve Jobs avait compris, grâce à son mentor en marketing qui était Regis McKenna, qu'on pouvait faire passer que 3 idées. Donc, toutes ses présentations Apple, c'était toujours 3 points. 3 points. Et son discours, c'est 3 points. Et il faut écouter ce discours. Alors, il est sur mon profil LinkedIn, je l'ai mis. Oui, je l'ai mis sur... Oui, parce que je me suis dit que j'aurais pu le faire aussi bien de Steve Jobs, mais il l'a fait avant moi. Bon. Et il est génial, ce discours. Parce qu'en plus, c'est très fort. Ouais. Bon, il avait aussi quand même une manière de délivrer le message qui était vraiment avec beaucoup de puissance. Je suis sûr que vous, Pauline, vous pouvez faire pareil. Non, mais je vais suivre les 3 points, il faut que je trouve. Mais ça. Vous faites un discours de remise de diplôme à HEC une année et vous dites, je vais vous raconter 3 histoires de ma vie. Vous aurez 3 histoires passionnantes à raconter, je suis sûr. Et donc, vous dites finalement, un pitch sur soi, ça n'est un peu que ça, c'est trouver ces 3 axes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces 3 axes dont au moins un peut-être sort du lot, de telle sorte qu'on se rappelle de vous. Parce que ce côté mémorisation, il est important. Après, à l'inverse, ce que vous disiez précédemment, c'est qu'on veut que les gens se rappellent de ce dont on a envie qu'ils se rappellent. Parce que là, l'exemple de la jumelle ou des 2 jumelles est pertinent parce que du coup, c'est vrai que les gens ne se rappelaient pas de la bonne chose. Et donc, finalement, il faut y réfléchir en se disant quel est l'objectif, toujours garder ça en tête, se dire voilà ce que je veux que les personnes autour de moi se rappellent. Oui, mais quelqu'un qui dit voilà, mon métier c'est ça, mes compétences c'est ça, et cerise sur le gâteau, j'ai fait la traversée de l'Atlantique en solitaire. Ouais. Bon, ça va marquer aussi, et ça veut dire bon, c'est quelqu'un qui manifestement a de la détermination, a du courage. Donc on va faire passer des choses personnelles grâce simplement à cette aspérité.
C'est hyper intéressant. Vous savez, c'est drôle parce que j'arrêtais pas de me dire, mais au final, franchement, sur les CV, il y a à la fin, vous savez, les hobbies, ça sert jamais à rien. Bah, en fait, là, vous venez de m'expliquer à quoi ça sert les hobbies, mais pas de la manière dont les gens le font actuellement. C'est-à-dire que très souvent, ils vous disent voyage, cinéma et cuisine. Ou en fait, finalement, comme tout le monde le dit, ça n'a plus aucune aspérité. Mais au contraire, on peut essayer de se dire, je sais pas si c'est quelqu'un qui était gymnaste ou qui a fait de la natation synchronisée, là, tout d'un coup, ça dit quelque chose. Je trouve ça très intéressant. Et alors j'ai une histoire là-dessus, c'est que je travaillais dans une agence de publicité qui était DDB, et moi j'étais en plus responsable du comité d'entreprise. Et ça a été, je pense, la graine qui m'a donné envie d'aller plus loin dans l'aide personnelle, parce qu'en tant que comité d'entreprise, j'étais le bureau des pleurs, et j'ai adoré ça. Alors là, je me suis dit, là, il y a une vocation. Et dans cette entreprise, on était un groupe. Et comme j'étais le comité d'entreprise, j'étais un peu l'organisateur des fêtes et des sorties. Donc on a sauté en parachute, on a fait du rafting, du canyoning, etc. Et on faisait aussi beaucoup de karting. Et moi, j'aimais beaucoup le karting. Et la personne qui faisait aussi beaucoup de karting avec moi, c'était le directeur financier. Et un jour, le directeur financier m'a dit, ça y est, je viens d'engager un nouveau contrôleur de gestion. Et il m'a dit, bon, sur son CV, il y avait marqué karting, j'ai vérifié, il est super bon, on va le faire rentrer dans l'équipe. Je pense qu'il l'a recruté que parce que ce garçon faisait du karting. C'est incroyable, mais c'est tellement vrai. Mais c'est la vie, c'est humain. C'est ça, c'est finalement se dire qu'on a envie aussi de s'entourer de personnes qui nous ressemblent ou avec lesquelles on a des intérêts communs. Alors que dans le réseau, il faut justement éviter, dans la mesure du possible, le réseau de clones. Parce que le réseau qui nous enrichit, ce sont justement des gens différents. Mais notre tendance naturelle nous pousse à aller vers des gens qui nous ressemblent, qui nous rassurent. Hyper intéressant. Je voulais vous parler aussi d'autre chose, Hervé. J'ai vu, alors vous m'arrêtez si je dis une bêtise, que vous êtes certifié MBTI. Oui. Vous savez, le fameux test. Bon, déjà pour les quelques personnes peut-être qui nous écoutent, je veux bien juste que vous rappeliez en 2 mots ce que c'est. Et puis ensuite, j'aurais une petite question à ce sujet. Alors c'est en fait un test de personnalité qui a été créé par 2 chercheuses américaines, Madame Myers et Madame Briggs, qui étaient d'ailleurs la mère et la fille. Et c'est le test le plus passé au monde, sauf que c'est un test qu'on ne peut pas faire passer dans un entretien de recrutement, c'est interdit. Donc quand on est certifié, on signe un papier comme quoi c'est un test de développement personnel, mais qu'on ne peut pas faire passer en tant que recruteur. Oui, mais par contre, qui en tant que personne, par exemple en recherche d'emploi, est intéressant parce que permet de mieux se connaître. Exactement. Et donc de savoir aussi ce qu'on peut chercher comme nouveau challenge. Et alors, je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est drôle, ce test qui est très connu, je ne l'ai jamais fait. Et donc, je l'ai passé. Alors après, sur Internet, donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut exactement. Et en fait, c'est drôle parce que, alors je vous dis ce que j'ai reçu comme résultat, il s'avère que je suis visiblement soit INTJ, soit ENTJ. Et en fait, c'est drôle parce qu'en fait, cette différence, donc le I et le E, c'est la différence entre introverti et extraverti. Et moi, je me suis toujours dit que j'étais un peu entre les deux, effectivement, parce que à la fois, j'aime bien m'exprimer à l'oral, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un podcast, mais aussi, naturellement, je me ressource plutôt si jamais je suis seule, en fait, tout simplement, ou avec peu de gens, et j'ai jamais aimé trop les foules. Et donc, je trouvais que c'était intéressant et je voulais vous demander finalement ce genre de test qui permet de se connaître, est-ce que c'est aussi un moyen de savoir typiquement dans quel domaine on doit travailler? Est-ce qu'on peut changer? C'est-à-dire que est-ce que moi par exemple je suis ENTJ mais je pourrais devenir plus INTJ ou même autre chose, je sais pas. Bref, en gros, est-ce que c'est quelque chose qui est figé dans le temps ou est-ce qu'au contraire on peut l'exploiter et en faire, finalement choisir un peu quel type de personnalité on veut être? Alors, en fait, normalement, c'est figé dans le temps. C'est-à-dire vous êtes ENTJ ou INTJ parce que c'est ce que vous êtes au départ. Mais ensuite, ce profil va évoluer. Donc, vous serez toujours, par exemple, ENTJ. Mais le E va développer du I, le N va développer du S, le T va développer du F et le J va développer du P. Donc, vous allez petit à petit vous recentrer. Et ça, c'est l'évolution classique quand justement on met en œuvre un certain nombre de forces en soi. Vous allez vous recentrer, c'est-à-dire trouver un équilibre entre justement l'introversion, l'extraversion, la big picture, le détail, et ainsi de suite. Donc Est-ce que ce genre de tests, c'est des tests que vous, aujourd'hui, vous continuez à utiliser pour faire des bilans ou c'est un peu passé de mode? Non. Moi, je suis très test. D'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir énormément de tests très pointus.
Et je prends l'exemple de dire, c'est comme lorsque on va à l'hôpital américain faire un check-up. Si on va juste à l'hôpital faire une radio des poumons, et puis le médecin nous prend la tension et point barre, ça va être assez léger. Ce que j'aime bien, moi, avec mes clients, c'est pour ceux qui sont d'accord, parce qu'on adapte, évidemment, en fonction des besoins des uns et des autres, c'est de leur faire passer une dizaine ou une quinzaine de tests. Parce que moi, ça m'apprend énormément de choses sur eux. Entre autres, j'ai un test que j'aime beaucoup, qui est l'intelligence émotionnelle. Vous l'avez certainement passé. Alors, j'ai lu le livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, mais je n'ai pas passé de test. Donc, je vous le ferai passer. Avec grand plaisir. Qui est génial dans l'intelligence émotionnelle, qui est le QE, c'est que vous voyez les dimensions de votre intelligence émotionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement au QI, vous avez un QI de 175, il ne bougera pas. Bien sûr. Il ne bougera pas. Alors, c'est terrible de se dire, mon QI, il est bloqué à vie. Oui, il n'y a pas d'ambition finalement, il n'y a pas de perspective de progrès. Non, c'est impossible. Vous avez beau faire tous les tests possibles pour vous entraîner, vous allez peut-être gagner un point ou en perdre un. C'est triste. Alors que le QE évolue. Donc le QE, vous êtes à, 110 ou à 125, etc. Et à un moment, vous le passez, et puis vous le repassez 5 ans après, ce que j'ai fait. Donc moi, je passe une première fois mon QE. C'est quelqu'un qui m'avait dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse ? Je dis, ah ouais, ça m'intéresse, surtout que je veux faire la formation. Je passe le QE, j'ai un score, X, et je fais la formation 3 ou 4 ans après. Et je repasse le QE, et je vois que mon score a baissé. Ah zut. Oui. Ça, c'est dur quand même. Mais alors, ça a été la révélation. Et comment vous expliquez que le score est baissé ? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que sur 2 dimensions, j'avais baissé. Et entre autres, c'était une dimension sur l'engagement. Et à l'époque, j'étais dans un cabinet de placement que j'adorais, mais sauf que je commençais à m'embêter. Et ça a été le déclic pour avoir le courage de quitter ce cabinet, de faire ce que je ne recommande jamais à mes clients de faire, de démissionner. Moi, je dis toujours, non, il ne faut pas démissionner, c'est la pire des conneries qu'on puisse faire. Eh bien, j'ai démissionné et je suis parti dans un autre cabinet. C'est un acte de courage aussi, ceci dit. Oui, c'est gentil. J'apprécie. Non, mais moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que la démission, au moins, c'est assumer un choix fort. Donc, voilà. Mais bon, après... Mais bon, moi, je ne veux pas que mes clients prennent trop de risques. Et c'est vrai que je préfère qu'ils négocient une transaction. Alors, on appelle ça comment maintenant ? Une rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, parce qu'au moins, ils ont 2 ans ou 3 ans de chômage, qui est quand même plus safe pour eux. Alors justement, pour parler de toute cette batterie de tests que vous faites passer à vos clients, si on avait un ou deux que vous recommanderiez, pas forcément pour vos clients justement, mais pour des personnes un peu, mettons que moi, je me pose des questions sur ma carrière et je me dis tiens, je vais peut-être vouloir changer d'entreprise et je me sens un peu perdue, je ne sais pas par où commencer, je ne me connais pas vraiment moi-même. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 tests ou 3 que vous recommanderiez qui vous paraissent être les plus intéressants ? Alors il y en a un que je recommanderais qui est le Prédom, qui est sur les préférences comportementales. D'accord. Alors, je vais noter, je ne connais pas du tout. Je vous le ferai passer. Hein. Mais on va devoir passer beaucoup de temps ensemble, parce que là, il y a déjà 2 tests. Non, mais vous en faites pas. Non, le Prédom, c'est très intéressant parce que ça permet de voir vos préférences comportementales, donc de voir, en fait, là où vous êtes à l'aise. Là où vous êtes en zone de confort, à l'aise, vous êtes plus rapide, vous êtes meilleur que les autres, simplement parce que vous aimez faire ça. Pas en maths. Ah oui. Mais donc, c'est le Prédom, donc c'est un super outil. Moi, j'aime bien le MBTI, même si je trouve qu'on nous met dans des cases. Après, il y a 16 cases, c'est la limite de l'exercice. Moi, j'aime beaucoup l'intelligence émotionnelle et il y a un MOOC très très bien que je vous conseille de suivre à Berkeley. D'accord. Donc, c'est un MOOC que vous pouvez suivre sur l'intelligence émotionnelle, fait par 2 professeurs de Berkeley. Le certificat doit coûter 200 €. Qui est très très sympa. Et qui permet de se former pour comprendre. Qui permet, de rentrer dans le truc. Et après, il y a le bouquin de Goleman. Qui est un pavé. Donc, mais il est assez agréable à lire. Il faut lire que le premier tome. Après, il se répète. Après, il se répète. Voilà, c'est 2 tests. Puis, il y a les ancrages de Shine, qui est un test plus simple sur le type de... Il y a 8 identités professionnelles. Bon, c'est toujours intéressant de voir laquelle est dominante chez vous. Donc, ça fait 3 tests. Écoutez, j'ai du pain sur la planche, mais ça me fait du bon pain. Exactement, du bon pain. Pour revenir un peu sur les livres, quand même, vous avez continué à en écrire. Alors, je les ai devant moi. Notamment, en fait, il y en a un qui m'a interpellée. C'est celui que vous avez écrit en 2011, « Booster son business et gagner de nouveaux clients grâce au networking ». Donc, je note déjà le mot « networking ».
Oui, il fallait changer un peu. Mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on ne se passe plus uniquement dans la perspective du salarié, mais aussi dans la perspective de l'entrepreneur. Ça peut peut-être paraître évident pour certains, mais en quoi est-ce que développer son réseau, donc faire du réseauting, est quelque chose de crucial quand on souhaite développer son chiffre d'affaires? Parce qu'en fait, beaucoup de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Entre autres des gens qui ont fait des belles carrières, puis à un moment ils se disent bon, l'entreprise, j'en ai un peu soupé, donc maintenant j'ai envie de me mettre à mon compte, de devenir consultant et de gagner plein d'argent et de faire des choses passionnantes et de travailler qu'avec des gens que j'aime. Donc ça y est, j'ai une très belle expertise, je deviens consultant. Et donc je m'installe chez moi, dans le 6e arrondissement, au dernier étage, et j'attends que le téléphone sonne. Oui. Et le téléphone... il sonne pas. Donc je me dis, il y a un problème. Ah oui, il faut que je fasse du commercial. Le mot à bannir, horrible, commercial. Donc le commercial de base, c'est de prendre son téléphone et d'appeler des gens qu'on ne connaît pas. C'est de la retape, c'est du phoning, l'horreur totale. Enfin, on n'est pas formaté pour ça et on ne nous a pas appris à faire ça. Ouais. Donc il y a une voie moyenne qui est le réseau. Et le réseau, c'est d'appeler des gens qu'on connaît pour expliquer ce qu'on fait et de leur demander s'ils peuvent nous mettre en contact avec d'autres personnes que notre offre pourrait intéresser. Et donc, quand je passe par le réseau, c'est quand même beaucoup plus facile de gagner des clients puisque je viens de la part de gens qui vont dire de moi, tiens, tu devrais rencontrer Hervé Bomelard, il offre des services qui pourraient t'intéresser. Si l'intermédiaire, le connecteur est crédible, la personne, normalement, a plus de chances de me rencontrer. Alors moi, j'en suis le meilleur exemple. Je ne vais jamais voir les donneurs d'ordre en entreprise puisque tous mes clients viennent par le réseau. Tous vos clients viennent par le réseau. Ouais. C'est un très bon conseil parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes, de dirigeants d'entreprise ou de freelance qui m'écoutent. Et en fait, la phrase que vous avez dite, mais qui est tellement juste, je déteste le commercial. Moi, je sais faire telle ou telle tâche ou j'ai telle ou telle compétence, mais le commercial, c'est pas pour moi. Je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que finalement, on peut l'éviter avec cette voie moyenne qui est de cultiver son réseau, quoi, et de demander au final un peu des services quand même à son réseau pour réussir à avoir plus de clients. Est-ce que vous auriez un exemple, je sais pas, concret d'un freelance ou d'un dirigeant que vous auriez accompagné et qui a réussi à cultiver son réseau et donc à générer du chiffre d'affaires grâce à ça? J'en ai plusieurs. Et le bouquin qu'on a cité tout à l'heure date de 2011. Ouais. Et on vient de créer avec un garçon qui s'appelle Philippe Doual, avec qui je travaille depuis plusieurs années, avec qui j'ai coécrit d'ailleurs un livre. On vient de créer un MOOC justement sur ce sujet, c'est-à-dire développer son business grâce au réseau. Et ce MOOC, on va le mettre sur le marché au mois de janvier. Écoutez, ça tombe très bien parce que l'épisode sort en janvier, donc je relayerai tout ça. C'est parfait. Ça va se trouver sur Internet. Sur Internet, tout simplement. On va en faire la promotion. Oui, bien sûr. Écoutez, j'essaierai de vous aider puisque nous sommes maintenant dans le même réseau. On le mettra à votre disposition. Avec grand plaisir. Gratuitement. Avec grand plaisir. Pour terminer, Hervé, j'aime bien achever le podcast par quelques questions qui sont un petit peu plus personnelles, je vous préviens. Il y en a une que j'aime bien, c'est est-ce que vous avez vécu à un moment dans votre vie, ça peut être à titre personnel ou professionnel, un grand échec? Ce que j'appelle souvent des bénédictions cachées, c'est-à-dire un moment où vous avez douté, où vous avez échoué, vous en êtes tiré ou pas d'ailleurs, et surtout les enseignements que vous en avez tirés. Alors moi, j'ai plein d'échecs. Plein d'échecs. J'ai raté ma première étoile. Oh, ça a été un échec terrible pour moi. Et puis, j'en ai eu beaucoup d'échecs. Mais à chaque fois... Un grand échec qui vous a marqué? Oui, mon service militaire. Ça a été un énorme échec. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré qu'à l'époque, il était possible d'éviter de partir en Allemagne. Il suffisait simplement d'avoir ce qu'on appelait un piston. Donc, le piston, c'est tout le contraire du réseau. Mais le piston, c'était simplement de connaître quelqu'un qui pouvait intervenir pour nous, pour faire en sorte qu'on ait un service militaire plus ou moins intéressant. Et donc, il s'avère qu'à l'école, je connaissais un garçon dont le père avait été parlementaire. Et donc, il a envoyé une lettre au ministre des Armées pour demander à ce que je puisse suivre des études à Paris. Donc, je reste à Paris, parce que je voulais continuer, moi, des études à Paris. J'aimais beaucoup les études. Et donc, je m'étais inscrite à l'école des hautes études en sciences sociales, mais pour suivre le cursus, il fallait que je sois à Paris.
Et donc, on a eu manifestement un accord comme quoi j'allais faire mon service à Ballard, dans l'armée de l'air. Et puis, il s'avère que je vois que mon frère, qui a 1 an de plus que moi, fait son service dans la marine, place de la Concorde. Et donc, j'ai été rencontrer mon frère. Je vois que c'est un service... C'est passionnant ce qu'il faisait, parce qu'il était au service presse, il faisait des comptes rendus de presse, tout ce que j'aurais adoré le journaliste à l'époque. Donc, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Donc, je demande à mon frère de rencontrer son officier, qui me dit, pas de souci, comme on aime bien votre frère, à la suite de votre frère, on va vous prendre. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que 2 pistons, à l'époque, s'annulaient. Donc, j'ai été ni dans l'armée de l'air, ni dans la marine, j'ai été dans l'armée de terre. Et pas à Paris, j'ai été en régiment. Et donc, ça a été un drame pour moi, parce que c'était l'armée, hein, c'est pas passionnant. Et je n'étais même pas officier, j'aurais pu être officier, simplement parce que quand j'aurais pu faire les ER, ce que je n'avais pas voulu faire pour continuer des études. Donc, ça a été un vrai échec, et ça a déterminé, en fait, ma vie professionnelle. Donc, ça a été un booster, en me disant, je me suis vraiment bien embêté pendant l'armée, je n'ai pas fait des choses passionnantes, et dans ma vie professionnelle, je veux m'amuser. Donc, l'ennui, c'est fini. Dès que je m'ennuie, je m'en vais. Et donc, j'ai quitté un certain nombre de sociétés dès que je me suis ennuyé. Et aujourd'hui, dans mon métier, je ne m'ennuie pas. Ça se voit. Hervé, s'il y avait quelque chose qui était à refaire, pareil, dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous voudriez refaire différemment? Une bonne question. Je dirais sans doute d'avoir été plus gentil avec certaines personnes. Je pense que je n'ai pas fait des crasses à beaucoup de gens, mais oui, si je pouvais repasser, voilà, j'ai eu quelques petites colères, pas méchantes, mais ça servait à rien. J'ai appris en tout cas que ça servait à rien de s'énerver, ça servait à rien de critiquer les gens, de leur en vouloir. Donc voilà, j'aimerais repasser derrière. Alors, je fais quelquefois des déjeuners de gratitude. Ça, c'est différent. Qu'est-ce que c'est que ça? Le déjeuner de gratitude, c'est d'appeler quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps en disant « Écoute, je t'invite à déjeuner pour te remercier ». Et la personne dit « De quoi ?» Je te le dirai pendant le déjeuner. Et donc, j'invite la personne et je lui dis « Voilà, ça me fait plaisir de te voir. Et je voulais te remercier, on ne s'est pas vu depuis 10 ans, parce que tu as marqué ma vie, tu as été une personne importante dans ma vie, parce que ce jour-là, tu m'as dit quelque chose qui a eu une importance. Tu t'en es certainement pas rendu compte, mais ça a eu une importance. » Je pense à une femme comme ça que j'ai invitée, parce que c'est elle qui, à un moment, j'avais 2 filles, enfin j'avais plutôt une fille aînée, la petite sœur n'était pas encore née forcément, et on cherchait une école. Et en fait, il s'est avéré qu'on n'arrivait pas à trouver une école près de chez nous qui soit convenable. Et c'est elle qui m'a dit, écoute, je connais la directrice d'une école, appelle-la de ma part, si tu viens de ma part, peut-être que... Et je ne connaissais pas cette école. Et il s'avère que mes 2 filles aînées ont été dans cette école et ça a changé leur vie. Donc j'ai fait ce déjeuner de gratitude avec cette personne qui avait eu la gentillesse de me mettre en relation avec cette directrice d'école. Je trouve que c'est une très belle pratique et j'ai bien envie de vous la piquer, Hervé, parce que je trouve qu'on ne dit pas assez aux gens. Elle est libre de droit. Elle est libre de droit. Écoutez, je vous remercie et j'incite beaucoup de gens à le faire parce que c'est vrai qu'on remercie assez peu, je trouve. Oui, tout à fait. Et c'est bien dommage. Donc c'est important de prendre ce temps. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse, une citation qui vous plaise, qui vous habite, que vous pourriez nous partager? Alors, ma maxime sur le réseau, c'est networking or not working. Networking or not working, d'accord. Voilà. Donc ça, vous voyez ça dans tous mes bouquins. Ouais. Je l'ai piqué aux Américains, mais c'est devenu mon label en France. Et puis j'en ai une, mais alors c'est pas une maxime, mais c'est plus une image que j'aime bien en ce moment. C'est si tu vois la partie vide du verre à moitié plein, change de verre, prends-en un plus petit. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, elle est très à appliquer aujourd'hui. Elle peut clairement être piquée par beaucoup de gens parce qu'elle mérite d'être partagée, celle-ci. Et enfin, il y a une autre question que je voulais vous poser. On a commencé l'interview par parler de livres de Dale Carnegie, mais est-ce qu'il y a un autre livre, ou peut-être que c'est celui-ci que vous pouvez nous en parler plus en détail, qui vous ont particulièrement marqué, qui ont peut-être fait aussi que vous avez changé et que du coup vous pourriez partager avec nous en nous expliquant pourquoi? Alors si vous me mettez, moi je suis fils de libraire, hein, donc attention, il ne faut pas me mettre sur le sujet des livres. Moi je vous disais, je suis agrégé, donc on va pouvoir parler longtemps parce qu'en fait j'adore bouquiner, donc ça va me faire bien plaisir. Moi la révolution c'est Kindle, ouais. C'est que Kindle a changé ma vie.
parce que je me balade maintenant avec ma bibliothèque de 1000 bouquins. C'est clair. Et je continue d'en acheter dans à un mouchoir foison. de poche. J'adore ça. Et je les surligne avec mon petit doigt potelé. Et j'importe, ensuite, j'exporte de Kindle vers PDF, vers un PDF, toutes mes notes. Et ensuite, je les traduis en Word, je les nettoie et je me fais des résumés personnels ou que j'envoie à mes clients sur tous les bons livres que je lis. Et évidemment, il y en a des tonnes. Alors, quelques livres que je vous donne comme ça, juste pour le plaisir. C'est un qui s'appelle... J'adore le titre. Et ça fait partie des livres que j'aurais adoré écrire, le bouquin de Dale Carnegie, mais il est né avant moi, il l'a écrit avant moi, ça m'arruine ma vie. Vous auriez pu, Hervé. Non, il est trop bon. Un bouquin dont j'adore le titre, c'est « Les lois fondamentales de la stupidité humaine », qui est un bouquin de 70 pages, qui est génial, qui a été écrit par un professeur comme vous, italien, qui s'appelle Marco Cipolla, et qui a enseigné à la fois dans des universités italiennes, mais aussi des universités américaines, et à Berkeley de mémoire. Donc, alors super. là, jamais entendu parler de celui-là. Ouais. Un autre bouquin qui a piqué mon fromage. Mais vous êtes une mine. Oui, je sais, je suis une mine. Qui a piqué... Qu'est-ce que c'est que de ce truc ? Spencer Stuart de mémoire. Ah non, c'est pas Spencer Stuart, c'est un cabinet de chasse. Et alors, de quoi ça parle, qui a piqué mon fromage ? C'est justement sur... en fait, c'est l'histoire de souris qui vivent dans une sorte de labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, dans une pièce, il y a un énorme gruyère. Et tous les jours, les petites souris, elles arrivent, elles vont manger leurs petits morceaux de gruyère, puis c'est la belle vie, et elles font la fête après. Et un jour, paf, le gruyère, il a disparu. Oh là là. Et là, on voit comment chaque souris va réagir. Et il y en a une qui va s'asseoir dans la pièce et qui va attendre que le gruyère revienne. Ben, celle-là, ça va être plus compliqué pour elle. Et ça, c'est une métaphore sur la vie. Que, voilà, à l'instant présent, on a des choses, et puis ces choses-là, un job, un petit copain, je ne sais pas, à un moment, ça peut disparaître. Complètement. Et que si on attend que le job, le même job, ou que le petit copain revienne, non, ils ne reviendront pas. Il faut aller chercher le nouveau job ou le nouvel ami ailleurs, et donc se mettre dans cette démarche. Donc le livre, il est lumineux, mais il faut le lire. Écoutez, et alors, je vous en donne un autre, c'est les 8 clés pour réussir l'international, de Erin Meyer. Erin Meyer, qui est prof à l'INSEAD, qui est américaine, qui vit en Europe depuis pas mal d'années, et dont tous les étudiants, évidemment c'est l'INSEAD, viennent de tous les mondes, du monde entier, tous les pays du monde. Et Erin Meyer, elle a fait un bouquin sur les différences culturelles dans le business. Et ça se lit comme un roman. Ça doit être intéressant, c'est absolument passionnant. Et Ouais. quand vous voyez que vous avez travaillé avec des Anglais, des Américains, etc., mais quand vous voyez comment certains pays ne se comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas la même culture business, c'est lumineux. Et entre autres, les Anglais, j'imagine vous avez travaillé avec des Anglais, moi aussi, on a toujours cette impression, entre nous, on disait toujours les Anglais, c'est des faux culs. Parce qu'ils ne nous disent pas les choses directement, comme un Américain. Un Américain, il nous dit « you're wrong ». Ok. Un Anglais, il va nous dire « you're right, but ». Mais ça veut dire « you're wrong ». Et encore les Japonais, c'est pire. Donc, le bouquin est génial. Donc, ça se lit, voilà, c'est du bonheur. Ça se lit comme un roman. Hervé, merci. Ça me donne envie de me plonger dans un Kindle. Et alors, j'ai une liste comme ça, je peux vous la fournir. Eh bien, écoutez, ça plus les notes, ça me fait avec grand plaisir. C'était hyper intéressant. Je vous remercie pour votre temps. Pour qu'on termine et qu'on puisse vous recontacter, dites-nous, Hervé, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc déjà, on n'a absolument pas parlé du nom de votre cabinet, mais je le dirai en introduction, en tout cas, donc, qui est Enjeux de dirigeants, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Si jamais donc on est en transition professionnelle et qu'on est dirigeant, a priori. Et sinon, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, à titre personnel ? Alors, sur LinkedIn, parce que... C'est là que vous êtes le plus actif. C'est là où je suis actif. J'ai 2 blogs aussi. J'ai 3 comptes Twitter. Mais sur LinkedIn, on trouve facilement. C'est le plus simple. Et donc c'est le wouzou, c'est le wouzou moderne. Et alors, dites-moi, Hervé, quand même, je suis obligée de parler de ça. Est-ce que vous répondez à tous les messages qu'on vous envoie sur LinkedIn ? Alors oui, parce que étonnamment, j'en ai pas trop. Ah, et ben ça va peut-être changer. Oui, mais je répondrai. Je réponds le week-end. Alors je réponds le week-end. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Et merci, Pauline. J'espère à bientôt. À bientôt.